On entend beaucoup parler d'autisme ces temps-ci, mais peu d'autistes parlent. En France, un comédien qui s'appelle Hugo Oriot publie Carnet d'un imposteur. C'est pas son premier livre où il relate son vécu à lui. Lui qui a le syndrome d'Asperger. Et je viens de terminer son livre qui est assez éclaté, qui s'appelle donc Carnet d'un imposteur. C'est aux Éditions de l'Homme. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez au Québec pour nous raconter ça. Mais en France, vous avez déjà raconté. C'est pas le premier livre que vous publiez. Non, c'est pas le premier. C'est, à vrai dire, c'est le deuxième. J'avais publié en 2013 L'Empereur, c'est moi. Et là, donc, je récidive avec Carnet d'un imposteur. L'Empereur, c'était la voix de l'enfant. Et là, disons que c'est plutôt la voix de l'homme. Et disons aussi le récit d'un comédien. Ah oui, parce que le théâtre m'a beaucoup... le théâtre, c'était une vraie rencontre dans ma vie. C'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé. En lisant pour préparer l'entrevue, j'ai vu quand même qu'il y avait une espèce de controverse à un moment donné. Puis vous en faites état dans le livre, là, autour de est-il autiste ou pas? Parce que vous vous exprimez bien, vous arrivez à la télé, vous paraissez bien, vous êtes comédien, vous écrivez des livres. Les gens disent, bon, ben, c'est pas autiste. Mais évidemment, il y a beaucoup de clichés, de zones d'ombre qu'on a produire autour de l'autisme. On a longtemps cru que l'autisme, on a longtemps dit que c'était une psychose ou qu'un autiste forcément ne parlait pas, voire n'avait aucune émotion. En réalité, donc, j'étais devenu, pendant 15 ans de ma vie, j'ai dû cacher tous les symptômes visibles de mon autisme, de 15 à 30 ans. Pour ne plus être stigmatisé. Donc j'ai joué à être conformiste, si vous voulez. Vous étiez capable de cacher ça? Oui, je me suis glissé dans un moule de normalité. Alors le théâtre m'a beaucoup aidé à prendre conscience de ma respiration, de mon corps, de mes gestes, de ma voix. Donc j'arrivais finalement à cacher tout geste suspect. Et à la fin, je suis devenu un comédien tellement adroit pour se cacher que lorsque j'ai décidé de raconter mon histoire, personne ne voulait me croire. Personne ne vous croyait. Et oui, et donc du coup, les journalistes me demandaient, mais avez-vous un diagnostic? Alors en France, il faut savoir que pour avoir un diagnostic d'autisme, vous pouvez attendre très longtemps. Les diagnostics précoces n'existent pas. Là, on commence à essayer de faire bouger les choses, mais c'est très long. Le temps d'attente était en moyenne 3 ans. Donc, évidemment, moi, je suis un autiste sans papier. J'ai été diagnostiqué par la presse. Mais vous avez été chanceux quand même parce que vous avez tourné, quand vous étiez ado, un petit film. C'est ça qui m'a sauvé. Ce film a sauvé ma promo pour mon premier livre. Parce que là, les gens ont dû vous croire parce qu'on vous a vu quand vous étiez jeune. J'avais des images d'archives. Alors, j'avais un peu prévu le coup parce que je sentais qu'il y allait quelque chose qui allait se passer. Et j'avais tourné ce film donc, avec Sacha Wolf, un film qui s'appelle Julien Hugo, où il avait tourné, on avait 13 et 14 ans, et à cette époque-là, j'avais encore des signes très visibles. Des signes comme quoi, là? Une façon de mouvoir, une façon de parler, une raideur dans le corps, des mouvements, on va dire, très typiques de l'autisme, des mouvements... Saccadés, saccadés, ce qu'on peut appeler des tocs ou des choses comme ça, qu'à l'époque, je ne maîtrisais pas. Et vous racontez dans le livre que vous avez appris à parler à 6 ans. Alors, je savais parler avant 6 ans. Vous saviez parler, mais que vous avez appris à vous exprimer à 6 ans. Voilà, je me suis exprimé à 6 ans parce que, disons qu'à l'époque, je comprenais très bien les phrases, les mots qui se disaient autour de moi, mais je ne me sentais pas prêt à communiquer. C'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Et si je l'ai fait, c'est à un moment donné, je me suis rendu compte que le monde était basé sur la communication, le verbe et l'image. Et ma mère, à cette époque-là, la seule personne avec qui j'étais vraiment en contact, je voyais qu'elle se donnait beaucoup de mal pour que je me mette à parler. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse. Et c'est ce jour-là où j'ai dit à ma mère, donc Julien, qui était mon premier prénom, Julien est mort, il est enterré dans la terre noire, je veux un autre nom. Là, ma mère a eu très peur, et finalement, elle a décidé de rentrer dans le jeu et m'a baptisé Hugo, mon autre nom sur mon passeport. Et Hugo, finalement, est devenu une sorte de... Je me suis employé à créer une sorte de personnage, de marionnette stable et conforme, en adéquation avec la comédie sociale. Mais quand je suis arrivé à créer cette marionnette, en fait, je suis rentré dans un ennui profond. Et c'est là où ensuite j'ai eu besoin de me reconnecter à toutes ces parts que j'ai cachées, ces parts intérieures que j'avais cachées qui me limitaient. Alors, avant d'aller de ce côté-là, j'aimerais que vous m'expliquiez comment... Vous dites, je suis devenu une espèce de marionnette, je suis devenu Hugo, donc j'étais conscient de tous des gestes, de ces signes. Je me sentais totalement vide, c'est-à-dire que j'avais renoncé à tout ce qui pouvait me dénoncer, tout ce qui pouvait me trahir. Mais comment on fait? Ça veut dire que vous pensiez tout le temps, bon, ben si j'ai tendance à faire des gestes comme ça, bon, je le fais pas. C'est ça, voilà. Et je m'employais, quand j'étais en société, à surtout ne parler pour ne rien dire, à meubler le silence. Parce que vous n'étiez pas obligé de parler. Alors, vous avez appris les phrases toutes faites avant? Des phrases toutes faites, des choses comme ça, c'est-à-dire des stéréotypes. Je m'entraînais sur des stéréotypes en regardant au cinéma. Quand je regardais au cinéma, alors j'essayais de prendre le personnage qui reste le vivant jusqu'à la fin, si possible. Donc, vous posiez des questions un peu insipides à tout le monde? Oui, voilà. Je prenais à dire des banalités, enfin, des choses comme ça. Et pendant
15 ans, je me suis un peu, plus ou moins forcé à faire ça, mais sans forcément y arriver, mais j'arrivais quand même à ne pas être détecté. C'est-à-dire que quand j'avais, finalement, dans mes jeunes années de théâtre, à 20 ans, quand je rencontrais des personnes que je n'avais jamais rencontrées encore avant, je ne parlais jamais de mon enfance. Je taisais cette période-là parce que je ne voulais surtout pas y revenir. Et je me suis trouvé, à un moment donné, totalement limité. C'est-à-dire que j'avais entamé une carrière de comédien. Et quand vous êtes comédien, si vous renoncez à l'épuiser dans vos parts d'ombre, vos parts où vous n'osez pas aller vous-même, si vous n'y allez pas, vous devenez un comédien peut-être efficace, mais finalement très limité et très ennuyeux. Vous vous ennuyez vous-même et vous ennuyez la salle devant laquelle vous jouez. Et là, j'ai éprouvé en effet le besoin d'aller recreuser là-dedans, et c'est exactement cette période que je raconte dans l'imposteur. C'est pourquoi vous avez écrit un livre. Oui. Mais dites-moi, quand on est Asperger ou autiste, dépendamment des degrés, on peut cultiver, on appelle ça des compétences inutiles. Avez-vous... oui, des compétences, on appelle ça des intérêts spéciaux, quoi. Entre autres, j'ai un ami dont le fils est capable de me dire, si vous êtes né le 4 décembre, j'ai des amis qui sont capables 84, il va vous dire c'est un lundi. Là. Alors, je n'ai pas de talent aussi impressionnant, mais par contre, disons que j'ai peut-être développé un sens de l'observation assez aigu. Disons que je ne sais pas faire grand-chose dans ma vie, mais par contre, écrire, je sais bien le faire. Jouer, je sais bien le faire aussi. J'ai développé un certain talent, on va dire aussi, pour, on va dire, ce que j'appelle, entre guillemets, le terrorisme politique et le viol communicationnel. C'est par exemple ce que je m'emploie à faire en France actuellement, puisqu'il y a quelque chose, par exemple, dont on commence à parler, qui s'est développé déjà il y a quelques décennies en Amérique du Nord, ce qu'on appelle la self-advocacy, c'est-à-dire le fait que les personnes autistes, en l'occurrence, ou d'autres personnes, mais les personnes autistes, soient capables de parler pour elles-mêmes, se représenter elles-mêmes et surtout dialoguer avec les pouvoirs publics pour peser et influer sur les décisions qui les concernent. En France, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Et là, on est en train de le créer avec des amis. On a fédéré des personnes autistes et nous agissons et nous pesons et nous dialoguons avec les pouvoirs publics pour qu'enfin notre voix puisse être prise en compte. Parce que là, la situation est désastreuse. Comment vous voyez votre rôle auprès des parents de jeunes autistes? Parce que les parents sont délaissés pour compte. Parce qu'il y a plein, moi j'en ai eu des parents en entrevue qui disent, vous voyez, vous dites, je me suis un peu auto-concentré moi-même à me faire une personnalité, mais il y a des parents qui ne sont pas capables, qui essaient des régimes miracles ou qui essaient Bien sûr, alors moi personnellement, je n'ai bénéficié d'aucune méthode particulière. Alors après, il y a beaucoup de guerres de chapelle dans l'autisme. Vous allez avoir la guerre entre diverses méthodes ou des choses comme ça. Je pense qu'il faut surtout du bon sens et que c'est surtout la société en général qui doit changer son regard sur l'autisme. L'autisme, on a longtemps dit que c'était une maladie. Maintenant, on dit souvent que c'est un handicap. Je dis que c'est une part de la neurodiversité. C'est une spécificité qui peut certes être troublante, voire handicapante, en raison des standards imposés par une majorité silencieuse, on va dire une contrainte de normalité. C'est vrai que l'autisme, ce sont des spécificités qui, par exemple, sont une société basée sur le verbe, la communication, l'image, qui ne sont pas évidentes. Donc, il faut arriver à donner les clés à ces individus pour qu'ils puissent, en effet, prendre part à cette société-là. Parce que moi, je vous écoute parler, puis j'ai parlé avec des autistes en entrevue. Ça fait 11 ans qu'on est en ondes, on en a eu quelques-uns. Et ils n'avaient pas votre débit, ils n'avaient pas votre facilité de communiquer. Moi, je comprends quand même les journalistes d'avoir eu des doutes en France. J'ai une déformation professionnelle qui est que je suis comédien. Donc, évidemment, un comédien va dire qu'il est... Vous n'avez pas appris votre texte avant. Voilà, non. Mais qui va faire confiance à un comédien? Oui, quand même. Mais juste apprendre à avoir des émotions. Je vous regarde rire, là. Il faut apprendre à rire, il faut... Alors, il faut plutôt apprendre à exprimer ses émotions. C'est-à-dire que les autistes ont des tas d'émotions. On déborde d'émotions. Des fois, on a des émotions où on est beaucoup plus sensible. Des fois, on est plus affecté aussi par des choses. Mais l'image qu'on a, c'est que l'autiste va être fermé puis ne sera pas capable de disons l'exprimer. Que physiquement, j'étais fermé quand j'étais jusqu'à l'âge de 13-15 ans, même plus tard, j'étais assez fermé. Oui. Et en fait, j'ai appris à m'ouvrir. Alors là, ce qui m'a beaucoup détendu, pour le coup, le théâtre m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que pour moi, le théâtre, c'était un projet de détente. J'étais un jeune comédien assez raide, assez serré. Alors par contre, j'avais une capacité de concentration beaucoup plus élevée que la norme. Mais en revanche, j'étais un peu tendu pour laisser filtrer justement les sensations. Et c'est vrai que le métier de comédien est basé sur la sensation. C'est la sensation qui est importante. Et j'ai envie de dire aussi dans la vie, c'est les sensations qui quelque part, gouvernent les moments importants qu'on vit. Votre mère a été manifestement très importante. Là. Vous avez raconté comment vous avez tué Julien pour lui faire plaisir. Vous avez créé Hugo. Vous êtes devenu père, vous le racontez aussi. Comment vous percevez ça, être père? Alors déjà, évidemment, c'était une surprise. Je n'avais rien prémédité, donc c'est arrivé comme un tsunami. Et donc, en plus, mon fils est très différent de moi. C'est un enfant très différent de
de l'enfant que j'ai été, c'est-à-dire que lui est heureux d'être un enfant. Moi, j'ai passé mon temps à détester être un enfant, je voulais sortir de l'enfance. Et là, je vois un petit être qui me promène dans ce monde de l'enfance que je n'ai pas connu, enfin pas de cette manière. Donc c'est extrêmement troublant, c'est quelque chose qui balaie toutes les certitudes que je m'étais bâties, comme on se bâtit tous des certitudes sur la vie, se sont trouvées balayées en une seconde. Mais avez-vous eu peur qu'il soit lui-même autiste? Je n'ai pas eu peur. Est-ce qu'il y a une partie héréditaire? Oui, alors parce qu'il y a des pistes génétiques sur l'autisme, c'est vrai qu'il aurait pu être autiste. Après, pour moi, qu'il le soit pas, ni tant pis, ni tant mieux, c'est ainsi. Puisque vous avez réussi à faire avec. Voilà, exactement. S'il avait été autiste, je n'aurais pas été... c'est pas quelque chose qui m'aurait paniqué, puisque bon, moi-même l'étant, et moi-même ayant pu finalement accéder à une autonomie, disons que là, pour le coup, j'aurais eu les bonnes adresses, j'aurais su m'entourer correctement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de charlatans, de charlatanisme dans le milieu de l'autisme. C'est un milieu qui est tellement... où il y a encore tellement de choses à découvrir, qu'il y a aussi beaucoup de business qui se mettent en place. Et même, il y a de la résistance auprès des parents. Je parlais des parents tantôt, parce qu'il y a des parents qui sont probablement assis dans leur salon et qui nous regardent à la télé et qui disent « Comment ça fait qu'avec mon fils, moi, ça ne marche pas? Là. Chaque autisme est différent. Il y a des degrés d'autisme aussi. Vous aviez avoir un autisme léger. Alors ça, si vous voulez, l'autisme lourd, l'autisme léger, bon, évidemment, chaque autisme est différent. Mais par exemple, moi, si ma mère avait écouté les professionnels qui voulaient me psychiatriser, m'enfermer en hôpital psychiatrique dès l'âge de 2 ans, aujourd'hui, je ne serais pas là avec vous. Et qu'est-ce qu'on dirait de moi aujourd'hui? On dirait de moi que je suis un autiste lourd, beaucoup trop sévère pour qu'il se passe quelque chose. Et finalement, quand j'étais pendant toute ma scolarité, on m'appelait le cerveau lent. On voulait me pousser vers la sortie. J'étais sous les feux de mes professeurs qui me reprochaient continuellement mon décalage. Je subissais la violence des élèves qui, n'étant pas habitués à la différence, me le faisaient payer par les coups, par les crachats, par tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, là, à ce moment-là, on ne misait pas un copec sur ma tête. On me disait que j'étais, trop lourd pour être là et que je ferais mieux d'aller en institut spécialisé. Et finalement, c'est en restant en milieu ordinaire que j'ai fini par m'adapter et on voyait en moi une sorte d'abomination, un monstre. Eh bien, j'ai répondu à ça en devenant un monstre d'adaptation. Alors, comment, je m'adresse encore aux parents, comment leur dire faites de vos enfants des monstres d'adaptation? Comment créer des monstres d'adaptation? En fait, les jeunes ne sont pas capables d'exprimer leurs émotions. Alors, je ne prétends pas être un modèle, si vous voulez, mais personnellement, je n'ai aucune méthode à vendre. Je pense qu'il faut rajouter déjà du bon sens au niveau de notre vision de l'autisme, c'est-à-dire cesser de voir l'autisme comme définitivement une tare, mais comme une spécificité du genre humain, et que parfois l'autisme peut aussi amener à remettre en question. Il faut trouver des nouvelles manières de travailler. Il faut que l'école arrive à s'ouvrir, qu'on arrive à former des personnes pour pouvoir accueillir, sortir de la contrainte de normalité et arriver à faire un monde qui soit basé sur nos différences, qu'on puisse connecter. En fait, on a tendance dans nos sociétés à construire des murs, alors qu'on devrait construire des passerelles. Et ça, je dirais que c'est quelque chose de l'ordre d'une névrose commune de nos sociétés actuellement, de construire des murs. On peut très bien le voir, pas très loin de chez vous en ce moment, avec les élections américaines. Est-ce que vos émotions font encore mal? Parce que c'est ça un peu, vous me dites, c'est les exprimer, parce que souvent, on le fait pas parce que ça fait trop mal. Oui, alors les émotions peuvent me dépasser, bien sûr. Non, aujourd'hui, j'arrive à faire... Alors aujourd'hui, je peux avoir mal, oui, je peux être heurté, je peux être blessé, je peux être... Bien sûr. Alors après, aujourd'hui, je dirais que je canalise, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse. Ce sont des choses que j'arrive aujourd'hui à canaliser. Ce qui est important aussi, c'est de bien s'entourer. Ce qui est important, c'est d'être bien accompagné aussi. Et puis les autres, vous me parliez de signes, tantôt de gestes, etc. Vous repensez à ça? Oui, alors aujourd'hui, non, c'est comme si je m'étais conditionné, c'est-à-dire que c'est comme un comédien qui répète, au moment où le comédien a tellement répété. Mais à tous les jours, après, le travail ne se voit plus et il a juste à jouer, il est prêt, quoi, si vous voulez. Et donc, du coup, pour tout ce qui était des gestes qui me dénonçaient, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne les ai plus. Quoique, des fois, quand je mets les mains dans les poches, on ne sait pas quel mouvement je fais pour me rassurer. Oui, donc vous retenez. Oui, ou alors je m'arrange pour rester discret, quoi. Oui. OK. Mais c'est fort intéressant quand même de voir cette piste qui a été la vôtre. Ça s'appelle Carnet d'un imposteur. C'est aux Éditions de l'Homme de Hugo Oriot. Merci beaucoup, M. Oriot. Ça a été un grand plaisir. Restez là au retour. C'est Martine Laurent qui vient nous parler. Elle qui avait écrit sur le bitchage entre femmes. J'ai tiré des leçons des livres que j'ai écrits là-dessus et je pense qu'il y a moyen de stimuler une solidarité féminine. Elle est avec nous dans 3 minutes après la pause.